Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler de la période de ménopause, de périménopause. Comment bien dormir pendant cette période charnière dans la vie d'une femme. J'ai envie de vous en parler d'autant plus que énormément de mes clientes me sollicitent justement lorsqu'elles sont dans cette phase de ménopause ou de pré ou de périménopause. Et donc par rapport à ça, j'avais envie de mettre en lumière certains éléments qui souvent sont pas assez dits, pas assez connus et qui pourtant vont vraiment changer la donne. On va reprendre les choses dans l'ordre. Déjà, qu'est-ce qui se passe lorsque on est en préménopause? On dit préménopause ou périménopause. Et puis ensuite en ménopause. Eh bien, il va y avoir un changement au niveau de la production des hormones féminines, donc notamment la progestérone et aussi les œstrogènes, c'est-à-dire qu'au niveau des ovaires, eh bien, on ne va plus produire les hormones telles qu'on les produisait avant, de façon mensuelle. Donc ça commence tout doucement puisque les menstruations vont s'espacer et puis ensuite, petit à petit, disparaître. Pour autant, les femmes en préménopause et en ménopause produisent quand même des hormones féminines, mais en bien moindre quantité. Et qu'est-ce qui prend le relais? Ce sont les glandes surrénales. Les glandes surrénales, ce sont les organes, donc les petites glandes qui sont au-dessus des reins, qui produisent aussi le cortisol, notre hormone de l'éveil, et qui vont produire aussi d'autres hormones comme l'aldostérone, comme aussi la testostérone. Donc ce sont vraiment des glandes très importantes. Et ce sont les glandes qui vont souvent peiner à ce moment-là à produire suffisamment d'hormones avec ce qu'on leur amène comme ressources. Parce que ces hormones sont sur base cholestérol, sont sur base grasse. Et si par exemple on est un peu trop stressé, ça je vais y revenir, et si justement il y a des fluctuations très importantes, eh bien ce sont les glandes surrénales qui vont être très très sollicitées. Et souvent elles n'arrivent pas à compenser. Et il faut savoir que la progestérone, c'est une hormone qui est apaisante, qui est justement plutôt propice au calme, à la sérénité, à l'apaisement. Et donc, quand on en produit moins, ou en tout cas quand le ratio entre progestérone et œstrogène, il est différent de ce que le corps il a toujours vécu et ce dont il a besoin, et bien là, on va se retrouver avec des troubles du sommeil. Bien sûr, il n'y a pas que ça non plus, en période de ménopause, préménopause, il y a aussi les bouffées de chaleur, il peut y avoir la rétention d'eau aussi, il peut y avoir la déprime, l'irritabilité, il y a quand même pas mal de facteurs qui rentrent en jeu, mais on est toujours sur un enjeu hormonal. Et cet enjeu hormonal, il peut grandement s'améliorer grâce à l'alimentation. En tout cas, c'est un des piliers très très importants à prendre en compte. Donc dans ce que je vous ai dit, j'ai évoqué l'alimentation, j'ai évoqué les hormones, j'ai évoqué le stress. Je voulais aussi évoquer le rôle justement de la température par rapport aux bouffées de chaleur. Effectivement, déjà qu'il peut y avoir un terrain propice aux bouffées de chaleur, aux sueurs nocturnes. Si en plus il y a des hypersensibilités alimentaires et que le corps il est plutôt en inflammation chronique, et que la température interne elle est plus élevée, ça joue pas à plusieurs degrés, ça se joue à quelques dixièmes de degrés, mais ça joue quand même un rôle, notamment la nuit, et notamment en cas de réveil nocturne. Donc il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte. Alors, je ne vais pas détailler tout ça de façon exhaustive dans cette vidéo, ce serait vraiment beaucoup trop long. Et puis en plus, il y a quand même des spécificités à prendre en fonction de chacune. Par contre, je vais vous proposer 3 conseils que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien et qui vont vous permettre d'aller mieux, de dormir beaucoup mieux. Je vais commencer par le stress. Effectivement, si vous traversez des périodes qui sont très stressantes, ça va accentuer tous vos symptômes et notamment les troubles du sommeil. Encore une fois parce que vos glandes surrénales vont produire énormément de cortisol et c'est au détriment des autres hormones qu'elles peuvent produire. Donc, plus on va pouvoir gérer les stresseurs extérieurs, plus on va pouvoir savoir dire non, gérer aussi ses émotions, prendre un pas de recul, travailler sur son discours intérieur, sur le regard qu'on porte sur soi-même, parce que ça, c'est un facteur de stress très très important. Et plus ça va s'apaiser au niveau de notre dose de stress interne, et moins il y aura de répercussions sur le sommeil. Donc ça peut valoir le coup de soit d'aller en parler à quelqu'un, de voir un psychologue, une sophrologue, un hypnothérapeute. Il y a quand même pas mal de professionnels qui peuvent permettre
de parler, d'exprimer et de vivre au mieux cette période de vie. Et puis ensuite, il va y avoir aussi le journaling, le fait d'avoir un journal de gratitude, de faire de la méditation, d'avoir un journal des émotions, le fait de pouvoir poser certaines choses, de s'exprimer aussi de façon corporelle. Je pense au chant, au sport, à n'importe quelle activité physique, manuelle ou même culturelle, associative, qui va permettre de se sentir bien. Ça peut être les massages aussi, c'est vrai que ça je le répète souvent. Ensuite, les 2 autres éléments vont concerner votre alimentation. Il faut absolument que dans votre alimentation, il y ait suffisamment de protéines et de matières grasses. Donc ça, c'est mon point 2 et mon point 3. Les protéines, souvent, on n'en mange pas suffisamment. Protéines, ça veut dire les viandes, les poissons, les œufs, principalement. Alors vous allez me dire, il y en a dans les céréales, il y en a dans d'autres éléments, mais c'est vraiment dans ces 3 familles d'aliments, œufs, poissons et viande, qu'on va trouver le plus gros pourcentage de protéines. Donc là où on doit manger une quantité astronomique de céréales, de lentilles, de sarrasin, eh bien on va pouvoir manger juste une cuisse de poulet et finalement on aura la même chose. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les céréales, il y a autre chose que des protéines et c'est pas si évident de digérer une grande quantité de céréales, surtout si ce sont des céréales à gluten, ça vient créer beaucoup de problèmes digestifs. Et si ce sont des légumineuses, c'est pareil, il faut déjà bien savoir les préparer, les tremper, etc. Et souvent, on ne les digère pas spécialement bien, donc ça peut créer d'autres problèmes. Alors qu'à l'inverse, dans la consommation de poissons gras, par exemple, d'œufs ou de viande, eh bien, on va trouver des éléments qui, là, pour le coup, sont intéressants. Je pense justement aux oméga 3, je pense au collagène, je pense à tous ces éléments qu'on peut aussi retrouver dans les bouillons d'os si on en fait avec la viande qu'on a consommée. Le gras aussi, parce qu'effectivement, de bannir tout le gras de la viande, du coup, je vais y revenir juste après, c'est pas quelque chose de favorable. Donc, en allant vers ce type de protéines, eh bien, on va se retrouver avec des bienfaits qui se recoupent avec d'autres choses. Et donc justement, les acides gras, il y a différents acides gras, il y a les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, et l'idée c'est qu'on puisse avoir un bon équilibre entre tout ça. En fonction de votre métabolisme, vous allez devoir limiter un petit peu les matières grasses saturées, parce que très vite ça peut se transformer en un taux de cholestérol trop élevé. Ou alors, justement, vous allez avoir besoin d'énormément de matières grasses, alors pas que des saturés, de toutes sortes de matières grasses, pour, entre guillemets, fonctionner le mieux possible. Et souvent, et encore plus souvent chez les femmes, eh bien, on ne consomme pas suffisamment de matières grasses parce qu'il y a vraiment eu ce qu'on appelle un fat bashing, c'est-à-dire que on a vraiment banni les matières grasses, on a essayé de faire un maximum de produits écrémés sans matières grasses, etc. Sur toute une tendance qui était vraiment fondée sur rien du tout, qui disait que les matières grasses c'était le diable et bien sûr du coup c'était compensé par du sucre parce que quand on enlève le gras pour qu'il puisse y avoir du goût, pour qu'il puisse y avoir suffisamment de choses intéressantes pour qu'on achète le produit et qu'on veuille y revenir, on met des exhausteurs de goût, on va mettre des glucides, on va mettre du sucre direct dedans et donc on se retrouve avec des produits qui en fait ne sont vraiment pas sains pour le corps. Et aussi parce qu'on avait en tête que c'était le gras qui rendait gras, ce qui est vraiment faux. Ce sont les céréales, principalement les glucides, qui rendent gras. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote que vous avez peut-être déjà entendue, c'est pas du tout moi qui invente ça, mais je trouve que c'est important de le répéter. Quand on mange du foie gras à Noël, eh bien, c'est pas avec des matières grasses qu'on gave les bêtes, c'est avec des céréales. Et donc, c'est exactement la même chose pour nous, les humains. Il y a vraiment des troubles métaboliques en lien avec les glucides qui entraînent du surpoids qu'on n'a pas avec les matières grasses. Alors, que ce soit pour les protéines ou pour les matières grasses, il faut vraiment aller sur la qualité. Les protéines, que ce soit des animaux élevés en plein air, bio ou avec des labels, pour vraiment que vous soyez sûr que ce soit une viande de qualité parce que ça ne va pas vous apporter la même chose. Les informations sont différentes quand on amène une viande qui a été maltraitée en fait. Et puis pareil pour les matières grasses extraites à froid, extra vierges, et puis pas des matières grasses qui vont être transformées justement par l'industrie agroalimentaire. Donc on laisse de côté tout ce qu'on trouve dans les plats préparés, on laisse de côté aussi bien sûr les huiles de friture, on laisse de côté les huiles qui vont être chauffées, surchauffées au-delà de leur point de fumée, et donc on va aller sur de l'huile d'olive qu'on va mettre après
la cuisson, on va aller peut-être sur du ghee, on va aller peut-être sur de l'huile de coco pour la cuisson. Et puis sinon, ça va être de l'huile de noix, de l'huile de colza, ça peut être de l'huile de lin qu'on va bien conserver au frais et qu'on va mettre sur des salades ou qu'on va mettre dans des assaisonnements, etc. Voilà pour le point des matières grasses et des protéines. J'espère que ces éléments-là vont pouvoir vous aider à faire des choix peut-être plus éclairés dans votre quotidien et de ne pas hésiter à en rajouter dans votre alimentation si vous avez l'impression que, au regard de ce que je viens de dire, ce n'est pas suffisant. Et vous allez voir que ça va vraiment changer les choses. Et d'ailleurs, même pour les femmes qui ont des syndromes prémenstruels importants, le fait de venir parfois se supplémenter en oméga 3, le fait de venir jouer sur ces apports-là, eh bien, ça va changer considérablement les choses. Je vous invite à retrouver en description de cette vidéo une fiche bonus où je vous donne d'autres conseils pour vivre le mieux possible cette période de préménopause ou de ménopause autour du sommeil et vous reposer le mieux possible parce que c'est après un cercle vicieux, moins on se repose, plus on a de symptômes, moins on se repose. Donc l'idée c'est vraiment de venir couper ce cercle vicieux et que vous puissiez vous reposer le mieux possible la nuit. Pensez bien à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à la partager si elle peut intéresser d'autres personnes de votre entourage. Et si vous n'êtes pas abonné, je pense que c'est vraiment le bon moment de le faire. À très bientôt.